Bonsoir et bienvenue dans Lundi Soir. Donc on accueille ce soir Sylvia Lippi et Patrice Manéglier. Donc Sylvia Lippi, psychanalyste, docteur en psychologie, enseignante aussi, et Patrice Manéglier, philosophe, maître de conférence à l'université Paris-Nanterre. Et donc vous co-signez l'ouvrage Sœurs, qui est paru il y a quelques semaines. Et donc un ouvrage à 4 mains, que vous signez tous les deux, dont vous êtes les autrices. Le nous qui signe l'ouvrage est un nous féminin. Donc Sœurs, donc sous-titré Pour une psychanalyse féministe, ce qui donne au titre une allure de manifeste et le place d'emblée sur le double plan du clinique et du politique. Ce que vous proposez en effet, et donc je reprends les termes de votre introduction, c'est de recommencer la psychanalyse à partir du féminisme. Et le concept que vous introduisez, que vous proposez d'introduire pour ce recommencement de la psychanalyse, c'est le concept de sororité. Donc on va revenir sur les liens que tisse ce livre entre la clinique, la politique, la sororité et le féminisme, sur la notion également que vous développez de symptômes partagés, sur cette figure improbable qu'on suit tout au long de l'ouvrage de Valérie Solanas, l'autrice de Scum Manifesto, donc, sur laquelle on reviendra. Donc une ambition donc assez politique qui en même temps qui s'apparente en même temps à certains égards à une sorte de jeu d'équilibre, puisque vous essayez de penser et de faire tenir ensemble des concepts et des figures qui intuitivement ne vont pas ensemble. Et donc voilà, on va Solanas et Freud, la schizoanalyse et la psychanalyse, la politique et l'intime. Voilà. On s'est dit justement que peut-être avant de rentrer vraiment dans la question de la sororité, ça serait intéressant de réfléchir justement déjà quand même aux a priori contre lesquels peut-être vous écrivez, enfin qui sont des a priori aussi assez fondés dans votre discours, vous en reconnaissez une part de légitimité sur le fait que psychanalyse et politique ou lutte politique peuvent se tourner le dos, et vous avez défendu, et on l'a vu sur des questions d'évolution récente, ou les questions de politique des identités, les questions de PMA, etc., où il y a eu une sorte de mouvement qui peut sembler à tout le moins conservateur, on va dire, de la psychanalyse, et que donc ça a contribué à développer cette idée que la psychanalyse pouvait pas étayer, accompagner, en tout cas être sœur de lutte. Et vous avez défendu même avant ce livre cette idée que le divan et la rue c'était pas c'était pas exclusif. Et est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on peut en tirer de cet inconscient politique, ou de l'inconscient dans le politique, et de la place de la psychanalyse dans le politique? Ouais, alors commençons par le passif, le fait que la psychanalyse et en fait se montrer réactionnaire au sens un peu littéral du terme, c'est-à-dire elle a réagi de manière négative à un certain nombre de propositions. Donc bon, moi j'ai été témoin de ça au moment du Pax, c'est là où ça m'a vraiment frappé, où il y avait une sorte de sortie du bois un peu homophobe, parfois vraiment franchement homophobe, et de toute manière assez hostile à l'idée de couple de même sexe de la part des psychanalystes. Et puis plus récemment, en fait, sur les questions de transition de genre, de fluidité de genre, etc., où on a vu que les psychanalystes réaffirmaient, enfin les psychanalystes, une partie de la communauté psychanalytique, parlant au nom d'une sorte de vérité de leur discipline, réaffirmait le fait que là, il y avait quelque chose qui était impossible, que ça nous amenait vers la folie, qu'il y avait une irresponsabilité des dirigeantes et des dirigeants politiques à accepter ce genre de choses. Voilà, et ça a contribué, c'est peut-être pas la seule chose, mais c'est vrai que ça a contribué à marginaliser la psychanalyse dans le champ de la culture en général, et ça c'est un point de départ aussi, je pense, de notre travail en commun, qui était notre intérêt pour remettre un peu la psychanalyse au centre des conversations dans tous les domaines. Donc je donne toujours cet exemple qui m'avait frappé, qui était cette exposition qui s'appelait Persona au Quai Branly, où
c'était sur tous les dispositifs de capture de formes de personnalité dans toute l'histoire humaine, dans toutes les civilisations possibles. Il y avait des trucs incroyables qui allaient de vidéos de poulpes, qu'on personnalisait le poulpe, à des systèmes de capture d'âme amazoniens. Enfin, il y a plein de trucs, mais pas une référence à la psychanalyse, pas un divan, pas un livre dans les vitrines où il y avait des livres. Il n'y avait pas un livre, il y avait des livres sur la magie, il n'y avait rien sur la psychanalyse. Donc j'avais fait remarquer aux autrices, il y avait un auteur et une autrice de l'expo, et là ils avaient dit ah bah ouais, c'est vrai. Je n'avais pas pensé en fait. Donc c'était donc ça voilà, ça m'avait beaucoup frappé. Et donc là il y a un projet qui était donc d'une part de remobiliser les outils psychanalytiques pour penser des choses qui nous intéressent. Et notamment d'ailleurs ces expériences-là, enfin je veux dire par exemple les transidentités, les fluctuations de genre, mais aussi oui les luttes au sens direct, parce que l'idée c'est assez simple, c'est l'idée que dans nos engagements, dans nos pratiques, dans nos passions politiques, il s'y joue des choses qui nous concernent en un point si intime qu'il en est indicible, et finalement c'est ça dont s'occupe la psychanalyse. Donc il n'y a pas de raison de séparer les engagements, comme on dit, politiques qui sont les nôtres, des vies, en fait. Ça vient pas le réduire, ce point-là, ça vient pas le guérir. C'est ça, c'est pas une psychologisation de la politique, au sens où on dirait que, par exemple, si je fais de la politique, c'est pour échapper à mes problèmes personnels, ou c'est parce que j'ai telle et telle question. C'est, au contraire, nous, ce qu'on essaye d'expliquer, à travers cette notion sur laquelle on reviendra, j'imagine, de symptômes partagés, c'est dire, non, en fait, c'est un phénomène collectif, et que collectivement, on arrive à mieux, d'une certaine manière, à faire une place à ce qu'on appelle l'inconscient, c'est-à-dire quelque chose qui déborde. La qualification même est, je dirais, jusqu'à la perception de ce qu'on fait. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on fait une manif, par exemple, ou qu'on organise, qu'on écrit un texte, etc. Mais il y a plus dans ce qu'on fait là que ce qu'on a l'air de faire directement. Voilà. Si je peux ajouter disons, à ton commentaire assez précis, je dirais que il y a eu deux problèmes dans la psychanalyse moderne, au sens, celle que Patrice décrit, par exemple, par rapport à des situations politiques précises comme les Pax et autres. Il y a eu deux attitudes, c'est-à-dire l'attitude d'autorité. Les psychanalystes n'étaient plus un psychanalyste, mais c'était les savants sous les mâles de la société, et l'autre, l'indifférence. C'est-à-dire, et donc moi-même, je dois dire que pendant des années, j'étais tellement concentrée sur l'exégèse des tests lacaniens, que c'était une telle jouissance, essayer de comprendre quelque chose qui était si difficile, être partie de ce monde-là. Et donc, et comme moi, beaucoup, c'est-à-dire, il y a eu beaucoup de psychanalystes, même des générations précédentes, qui ont été dans cette sorte de jouissance un peu autorotique. Et ces deux raisons-là ont fait qu'au fond, soit on participait à la vie publique, mais en tant que position autoritaire, soit on n'y participait pas. Et donc, dans les derniers temps, on a vu que la question politique était clinique d'emblée. C'est-à-dire, moi j'ai eu sous les divans des féministes, des patients et des patientes trans, des personnes non binaires, et donc la position c'est soit d'appliquer des règles, que c'était pas ma position, un psychanalyste ou une psychanalyste n'applique pas des règles, soit on écoute et on voit ce qui se passe. Comme disait très justement Patrice, on a vu que les collectifs soignaient. Moi c'est ça qui m'a d'abord, avec la question, par exemple, des MeToo, j'ai pu voir que grâce au collectif, les personnes allaient mieux par rapport à ce qu'il y avait d'insupportable dans l'individuel. Donc, il ne s'agit pas de dire « Waouh, c'est magnifique, allons tous faire des manifestations », mais d'analyser la relation qu'il peut y avoir entre cet intime, que nous appelons l'inconscient, et ces collectifs qui est les rapports avec les autres, disons, dans la rue ou dans les réseaux sociaux, dans n'importe quelle situation. Voilà. Oui, peut-être une question
enfin qui va un petit peu dans le sens de cet héritage, c'est-à-dire comment est-ce que comment est-ce que ça reste de la psychanalyse? Enfin, c'est-à-dire, c'est ce que vous dites dans votre introduction, vous vous positionnez un petit peu par rapport à l'héritage de Deleuze et Guattari. Vous dites que vous voulez faire une schizoanalyse qui aurait cessé de nier son implication dans le champ de la psychanalyse. Donc l'idée que le politique, que le collectif pourrait guérir, soigner, comment est-ce qu'elle est compatible avec comment est-ce que ça n'arrête pas d'être de la psychanalyse? Alors, je dis après, voilà. Oui. Disons que la question, pour revenir aussi à la question précédente, disons que le problème, ça a été aussi que les personnes appartenant à ces deux groupes, c'est-à-dire les indifférents et les autoritaires, ont fait passer leur position comme c'est la psychanalyse. La psychanalyse, c'est celle-là. C'est-à-dire celle qui regarde avec méfiance les phénomènes sociaux, ou alors celle qui est occupée par rapport à une certaine vie de l'intime, une par une, un par un, hein, ça suffit de citer les tests de Miller, hein, la psychanalyse s'occupe de l'un par un, donc pas du collectif, parce que le collectif est d'emblée, disons, idéaliste, ou d'emblée narcissique, hein, il y a toutes des thèses par rapport à ces questions-là. Donc il y a eu déjà ces problèmes-là, c'est-à-dire la psychanalyse, même pour l'opinion publique, la psychanalyse est devenue celle de ces personnes-là. Voilà. Or, ce que nous avons essayé de faire, c'est vraiment de reprendre des tests, Freud en premier, mais Lacan aussi, hein, je veux dire, sont nos deux références principales, disons, pour montrer qu'encore une fois, c'est pas dans les corpus psychanalytiques que les contemporains, et en particulier les luttes contemporaines, ne peuvent pas être lues. Non seulement les luttes contemporaines peuvent être lues avec l'outil de la psychanalyse, mais la psychanalyse peut apprendre et peut donner quelque chose. Donc c'est vraiment un rapport, disons, des collaborations qui peut se faire et que ça peut donner notamment à une réinvention de la psychanalyse, j'ai mal dit les mots, à recommencer la psychanalyse, parce qu'au fond, nous le disons, nous n'inventons rien de nouveau, hein, nous recommençons quelque chose qui est à partir d'une sorte de non-savoir vis-à-vis des patients, vis-à-vis des phénomènes sociaux. Voilà, nous ne savons pas ce qui se passe. Et à partir de ces positions de non-savoir, nous pouvons recommencer. Donc je dirais que d'abord c'est ça comme point fondamental, c'est-à-dire la question de l'inconscient, la question encore une fois du symptôme. Il y a vraiment des notions que nous revenons sans cesse, voilà, que nous reprenons sans cesse dans nos tests. Et effectivement, encore une fois, nous montrons que même avec, il n'y a pas schizoanalyse d'un côté et psychanalyse d'un autre, mais il y a une schizoanalyse qui se rend compte que c'est de la psychanalyse, voilà. Parce qu'on part de là, voilà, on part de ces notions-là. Et alors du coup, c'est vrai que vous revisitez, relisez Freud, Lacan, mais vous prenez comme guide aussi Valérie Solanas et son Scum Manifesto, donc comme ça on l'a dit en introduction, et une certaine vérité du délire et non pas de la théorie. Enfin, et alors est-ce que vous pouvez expliquer ce choix? Je crois que c'est parti de là. Vous dites dans le livre cette question de vérité, que quelqu'un vous dit tiens, toi qui crois qu'il y a une vérité dans le délire, tu devrais partir de ça. Quand il y a un don de ce texte et ensuite. C'est mon expérience. Qu'est-ce qu'elle vous guide? Comment elle vous guide? Comment elle permet? C'est vrai que je dois dire que Patrice a tellement insisté sur l'effet d'utiliser, d'exploiter, disons, ma clinique de la psychose, qui a été l'aspect plus déterminant de mon rapport à la psychanalyse, c'est-à-dire l'expérience en hôpital psychiatrique de 15 ans et vraiment on taille sur la psychose et vraiment les points de référence pour toute cure, la psychose, voilà. Même au cabinet, pas simplement en institution, c'était vraiment une manière d'écouter,
de faire des interprétations, d'inventer, de faire des séances dans des lieux absurdes, je sais pas, c'était toute une expérience que j'ai pu apprendre, une certaine liberté. Bien sûr, il y a les tests, variantes de la cure type de Lacan, mais c'était aussi cette expérience-là. Et c'est vrai que Patrice, au début, moi, j'étais moins, disons, impliquée dans cette mise en relation entre Valérie Solanas et son aspect des délires. Je prenais plus les contenus et pas la forme. Et c'est vrai que c'est toi qui m'as dit, non, il faut insister, il faut ne pas, en quelque sorte, avoir peur de faire disons, quelque chose comme souvent c'était le cas, qu'on ne veut pas regarder trop la pensée délirante de Valérie Solanas, on prend simplement les génies ou l'aspect féministe. Hein. Peut-être qu'il faut rappeler Oui, juste, ça. alors, Voilà. ses actes, son livre, rapidement, qui est Voilà. pour ceux qui... Vous voulez le faire peut-être? Bah, Mais sinon, vas-y. alors on la connaît comme ayant tiré sur Andy Warhol, donc Ouais. bon, et il y a peut-être cet aspect qu'on a retenu, enfin en tout cas vous le dites bien, il y a cet acte aussi qui la fixe, et ce Scum Manifesto, dont l'histoire même du manuscrit, peut-être vous pourrez revenir un petit peu dessus, enfin alors non, c'est pas celui-ci qui perd, il perd autre... Non, il perd l'autre. il c'est perd celui qui l'autre, vient d'être bien sûr, ça publié, c'est là, après. La pièce de théâtre. Donc sa pièce de théâtre, oui bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle lui tire dessus. C'est après qu'elle en le vérité. manifesto suit, quoi. Donc oui, il va juste peut-être la présenter, parce que c'est vrai que je suis rentrée directement dans la Ouais. question de la folie et le Scum Manifesto, mais peut-être nous dire aussi fond et forme de ce manifeste, ce que vous y avez trouvé, parce que c'est un manifeste qui propose d'éradiquer quand même les hommes. Exterminer. Voilà, tous les exterminer, hommes. éradiquer les hommes. On parle de cette Exterminer tous les radicalité, hommes. peut-être avant même le délire. Ouais. Le délire pardon. Oui, c'est ça que veut dire Scum. Hein. Enfin, d'ailleurs, bon, en vérité, je crois que c'est pas elle qui a donné cet acronyme, mais son éditeur. Je Ouais. crois qu'il y a deux sens. Mais enfin, donc Scum en anglais, ça veut dire détritus, résidus, rebut, déchets. Ouais. Vermine, peut-être, d'ailleurs, au fond. Manifeste de la vermine, quoi. Peut-être c'est ça comme ça qu'il faudrait le traduire. Et ça veut, l'acronyme, c'est Society for Cutting Up Men, donc la société pour éliminer les hommes. Et donc effectivement, c'est un texte qui doit être écrit en 1968 et qui donc est écrit par Valérie Solanas, qui est une artiste, donc une femme qui a d'abord fait des études de biologie, si je me rappelle bien, Et puis psychologie aussi. psychologie, Les deux. qui était aussi lesbienne, qui a abandonné ses études, qui est en sorte de révolte, un peu 60s, on va dire, et qui a participé à ce mouvement des avant-gardes autour de la factory de Andy Warhol, dans le New York de l'époque, et voilà, qui est donc tiré sur Andy Warhol, parce qu'il avait non seulement, enfin, il avait promis de mettre en scène la pièce qu'elle avait écrite, et à laquelle elle tenait beaucoup, c'est quelqu'un qui écrivait énormément. Tous ces manuscrits ont été ensuite en fait détruits par sa mère après sa tentative de meurtre, enfin en tout cas son action sur Warhol. Et voilà, donc elle a été diagnostiquée schizophrène. Donc la tentation effectivement naturelle, c'est de chasser la folie hors de la cité, tout simplement. Enfin, et donc nous, ce qu'on n'a pas voulu faire, c'est ça. Oui, c'est vous parlez donc, de communauté schizophrène. ouais, et donc effectivement, il y a une réticence dans les milieux que je fréquente en tout cas à accepter des diagnostics cliniques du genre schizophrénie, hystérie, psychose, etc. Parce qu'on a l'impression que ça fixe les gens. Et nous, on soutient qu'en réalité, c'est une manière de se rendre sensible à la différence et à la particularité, avec des outils qui sont peut-être pas parfaits, peu importe, mais quand même, c'est important de pas croire que tout le monde, au fond, est forcément pareil, et qu'il y a peut-être des logiques psychiques qui sont différentes, et que c'est intéressant. Et donc, psychose ou schizophrénie, ça veut pas dire une maladie, ça veut dire une modalité du désir. Au fond, une modalité du désir, ou même une manière de fabriquer des symptômes, peut-être, non enfin, oui. Donc c'est vrai que moi je tenais beaucoup, parce que aussi la lecture que j'ai faite donc de ce texte a été hyper fort pour moi, parce que malgré tout je fais partie des gens qui sont censés être éliminés, et que j'étais tout le temps entre rire et dire mais ouais, c'est-à-dire il y a l'idée sur laquelle mais en fait il y a une impasse quoi, on s'en tirera jamais tant qu'il y aura effectivement des hommes, c'est un fait que ça marchera pas, et ça résonnait beaucoup avec ce que moi j'entendais ou je sens depuis 30 ans en fait. Depuis que j'écoute ce genre de choses. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup frappé. Et pour revenir à la question d'ailleurs de l'inconscient et du politique, parce que qu'est-ce que ça... Enfin,
j'ai envie de dire, pourquoi c'est de la psychanalyse encore, et qu'est-ce que ça apporte de la psychanalyse, c'est vraiment l'idée sur laquelle on a tendance souvent à croire qu'on sait ce qui nous arrive et pourquoi on agit, et notamment quand il s'agit de réagir à des violences, au fond, à des choses négatives, et donc de se révolter. On pense qu'on identifie la chose révoltante, et donc nous on défend beaucoup la catégorie de traumatisme, et notamment on dit, on cherche, même il y a une définition du politique, on dit le politique c'est le social traumatique. Mais sauf du coup, les gens vont peut-être rapidement penser que traumatisme, ça veut dire des choses qui sont identifiables et bien connues. Et ben, ce que la psychanalyse apporte, c'est justement l'idée selon laquelle, au fond, nul ne sait exactement quelle est la nature des traumatismes. Et il faut parler, écouter, associer. Et en fait, c'est dans les lapsus, c'est dans les rêves, c'est dans les trucs incontrôlés, quoi. C'est dans les passages à l'acte. Et dans les symptômes. Et dans les symptômes, effectivement, ne les oublions pas que quelque chose se dit de ce traumatisme. Donc, par exemple, les formats sous lesquels on nous demande de nous subjectiver en tant que sujet traumatique, y compris les formats de violence sexuelle, etc., sont des formats qui sont nécessaires, mais on n'a rien d'autre, mais auxquels il faut pas nécessairement s'arrêter en croyant qu'on sait en fait ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Et donc ça, c'est de la psychanalyse au sens tout à fait strict aussi, parce que ça se passe dans un dispositif parfois qui est celui de l'échange, de l'échange de paroles. C'est finalement que ça, la psychanalyse. C'est quand même l'idée selon laquelle, si on se met à parler à quelqu'un qui est en une position un peu bizarre, d'écoute mais un peu bizarre, on va ouvrir le champ de ces événements dont la fibre plonge vers l'absolument inconnu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. C'est vraiment remettre la question de l'inconscient au centre de nos intérêts. Et c'est, je trouve, émancipateur. Enfin, émancipateur au sens où on ne sait pas ce que ça veut dire. Le but, émancipateur au sens où on s'ouvre à ce qui agit qu'on ne sait pas. Et Solanas, d'une certaine manière, grâce à sa folie, elle fait ça. Elle décadre, quoi. Ça fait peur. Et ça, il ne faut pas reculer devant cette peur. Il y a quelque chose d'effrayant dans ce discours radicalement ingouverné. Une petite précision peut-être que l'inconscient c'est pas l'inconscient collectif. C'est pas un nouveau inconscient. C'est que l'inconscient, là c'est Lacan qui le disait, Papa Lacan, il disait l'inconscient c'est le politique. Donc effectivement parce que l'inconscient est pris des relations. Donc lui, toujours, c'est les désirs de l'autre, c'est les rapports avec l'autre, les problèmes c'est l'autre. Mais c'est que, disons, notre petit bémol qu'on essaie d'apporter avec ces tests, qui est vraiment l'inconscient, et ça c'est aussi quelque chose qui vient de la clinique de la psychose, ce qui fait problème dans la psychose, c'est toujours les liens sociaux. C'est que, disons, l'autisme presque, quand les sujets n'est plus en contact avec les autres. Et c'est vraiment ce travail que pendant des années j'ai pu faire en institution, et vraiment comment c'est pas les délires, c'est quelqu'un délire n'est pas un problème, c'est pas une hallucination. Au contraire, les hallucinations peuvent créer des liens, même sur les réseaux, etc. Aux entendeurs de voix, disons, tout peut créer des liens. Les problèmes, c'est quand les liens se cassent. Donc, c'est à partir de là aussi que l'inconscient, c'est une voie au fond pour créer du lien social. Donc c'est un peu détourné, mais ça peut être aussi utile. Et pour compléter ce que tu disais par rapport à Valérie Solanas, il est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, le point original était notamment l'effet des pensées, l'extermination des hommes. Je dois dire que au début, je l'avais quand même pris au sens peut-être pas trop littéral, mais déjà, pour ce que j'ai visé, c'était l'idée de penser la femme sans faire référence à l'homme. Alors c'est là évidemment pour les féministes ou des femmes tout court, ça peut paraître normal aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en psychanalyse, la femme est toujours pensée par rapport à l'homme, et ça c'est un point problématique. Et donc effectivement là il y avait vraiment un vrai défi, et si nous ne pensons pas les phallus comme point central avec lesquels évidemment on peut se détacher plus ou moins, je fais référence à la théorie de Lacan, tout phallique pour la position masculine et pas tout phallique pour la position féminine. Et si là, on n'avait pas du phallus du tout pour penser la position féminine.
Ça, c'est le premier exemple, voilà, c'est la première thèse, l'extermination, et la deuxième, c'est le fait que tout homme voudrait être une femme, parce que ce sont les femmes qui sont complètes et pas les hommes. Donc évidemment, les mythes de la Bible complètement... Ça s'appelle Solanas. Voilà, la thèse des Solanas qu'on avait pris. Merci. et donc, et là aussi, il y a la fameuse thèse de l'envie du pénis, les pénisnailles de Freud, où il a toute une théorie on grandit dans la psychanalyse en pensant que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura un moment dans les parcours oedipiens, dans les parcours familiaux où la femme aura envie d'avoir les pénis que son petit frère ou son petit copain a, comme s'il y avait quelque chose de manquant. Et là, effectivement, Freud, malheureusement, va dans ce sens. Voilà, là, c'était l'inverse. Vraiment, il fallait commencer à penser autrement. Voilà, pas simplement en disant oui, c'est quelque chose de l'époque, aujourd'hui complètement dépassé, parce qu'en même temps, je pense que Freud aussi faisait référence à une condition, effectivement, une petite fille qui voyait son frère, qui pouvait aller à l'école, qui pouvait jouer, pouvait faire certaines choses. C'est vrai qu'on peut dire oui, il a peut-être un envie du pénis, parce que si j'avais ce pénis, peut-être moi aussi, à l'époque, je pourrais faire des choses. Donc, encore une fois, c'est pas que Freud était complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, peut-être, les choses ne sont pas comme ça, quoique. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il n'y avait plus de référence. Il s'agit pas de dire oui, j'ai envie, j'ai pas envie. Dans le monde des Solanas, ben, tout se renverse. Il a encore un défi. Est-ce que la psychanalyse peut penser les choses à partir de ce point-là? Et ça vous, je crois que tu pourras compléter. Enfin, il me semble que c'est par là aussi que vous pouvez penser à un rapport au pouvoir, enfin au désir de pouvoir ou pas, qui est assez inversé lui aussi. Cette idée de finalement personne ne veut le pouvoir. Oui, c'est ça. Moi, c'est une citation de, je crois, Andrea Lonchou qui m'a pas mal marqué. Tout le monde fait de son mieux pour désirer le pouvoir parce qu'au fond, personne n'en veut. Et donc, cette idée finalement d'une forme d'inversion, mais qui va plus loin parce que finalement, on se trompe en pensant désirer le pouvoir, et en même temps, nous, ça va rejoindre un petit peu peut-être d'autres questions que j'avais sur MeToo, sur cette idée d'un pouvoir, quand même d'un gain de puissance que permet le symptôme partagé, le collectif, et comment penser finalement ce gain de puissance et comment le concilier avec une critique du pouvoir, voire l'ambition et une critique du féminisme aussi comme empowerment. Bon, il y a pas mal de choses qui se mélangent, mais oui, sur cette peut-être est-ce qu'on revient d'abord au sein de... Sur les définitions, peut-être. C'est vrai que du coup, c'est moi qui ai un peu sauté les grilles, un truc. Là, on vous confie les deux questions et on vous laisse agencer, mais on voulait revenir sur la question, effectivement, la définition du trauma. Je crois que c'est bien que vous l'ayez montré comme, on a bien entendu, je crois que c'était pas justement cette chose qui fixe, cet événement défini, parce que c'est un terme qui revient effectivement dans les partages, et il est associé à symptômes partagés, et ça, c'est peut-être une définition sur laquelle, peut-être pas aussi de la communauté, enfin, sur laquelle on peut peut-être revenir pour ensuite avancer davantage dans les conséquences sur le pouvoir, notamment. Déjà, encore une fois, en psychanalyse, les traumas, comme disait Patrice, n'existent que dans des expressions de l'inconscient. Donc, nous avons choisi celle du symptôme. Parce que, encore une fois, c'était, disons, la formation de l'inconscient qui était plus en rapport au corps et à l'invention du corps, et à l'occurrence à l'invention d'un corps collectif. Donc, la question, c'est que les traumas, en quelque sorte, reviennent dans les symptômes. Là, on prend les cas des femmes MeToo, par exemple, des femmes qui ont été violées, harcelées, sifflées. Je veux dire, encore une fois, les traumatismes singuliers, c'est pas, d'un point de vue psychanalytique, il n'y a pas quelque chose de plus grave que l'autre. Hein. C'est quels sont les effets de chaque traumatisme, en quelque sorte. Donc, disons que à partir disons, du symptôme de chacune, une crise d'angoisse, une impossibilité de terminer les études, une impossibilité d'avoir des relations sexuelles, une cystite, vous voyez, toutes sortes de symptômes, disons, singuliers, hein, qui sont propres à chaque personne, dans la cri MeToo,
quelque chose se partage. Et, encore une fois, cette cystite, cette crise d'angoisse rencontre celle des autres dans ces cris communs, et c'est là que nous avons appelé symptômes partagés. De façon que ces symptômes, disons, douloureux ou troublants deviennent autre chose grâce à la présence des autres. Mais encore une fois, c'est pas simplement quelque chose d'une forme d'une solidarité, c'est un trauma qui revient à partir de cette multitude disséminée dans le monde entier. Hein. On n'a même pas besoin de se rencontrer. Hein. Ça peut être n'importe où, ça peut être sous les nets, ça peut être simplement un récit, ça peut être un article du journal. Et il y a cette communauté qui s'est fait. Pas à partir d'une reconnaissance imaginaire, pas à partir d'une empathie, disons, je suis empathique avec ma sœur. Non, c'est par rapport à un cri de douleur qui devient aussi un cri de bataille. Et ça, c'est ce qui est vraiment, je ne veux pas donner un argument d'autorité, mais c'est vrai que ça m'a vraiment impressionné énormément sous les divans. Je voyais comment l'effet, non seulement de pouvoir le dire, que c'était évidemment la première chose, mais c'était aussi de pouvoir faire des choses ensemble. Après, si les traumatismes singuliers disparaissent ou pas, c'est presque secondaire. Ce qui compte, il puisse se transformer et il puisse donner, donner naissance à quelque chose de nouveau. Et c'est ça, je dirais, la puissance du symptôme partagé, pour le dire avec Spinoza, et pas du pouvoir et de l'empowerment. Ouais, mais peut-être tu peux dire des choses plus précises sur ces points. Non, c'est... Non, un des trucs, je pense, qui est important à redire, c'est le fait que donc la sororité, telle que on construit le concept du point de vue de la psychanalyse, en l'empruntant, bien sûr, à une tradition, mais c'est le fait que, donc, dans le symptôme d'une personne, s'ouvre pour moi l'opportunité de la réactivation d'un traumatisme que j'ai vécu et que je ne connais pas, mais que justement je vais pouvoir exprimer sous une forme refoulée, cachée, déplacée, etc., en m'identifiant précisément à ce symptôme de l'autre, en le prenant avec moi. Et c'est ça en fait la sororité, c'est ce lien inconscient, sous-jacent, qui permet donc d'identification, de rapport, c'est cette manière de désirer être en relation avec l'autre, parce que l'autre me donne l'occasion de réactiver, c'est-à-dire de retravailler en fait un événement traumatique à travers un symptôme. C'est ça la définition du symptôme partagé. Et ça veut dire que par exemple, on peut penser plein de trucs comme c'est presque une éthique qu'on peut avoir, j'imagine, c'est-à-dire de dire, est-ce que tu réussis à donner aux autres un espace pour des réactivations traumatiques? Donc, est-ce que tu es en train de fabriquer quelque chose qui pourrait devenir un symptôme partagé? Ou est-ce que tu fais ton petit symptôme de ton coin? Ou est-ce que tu es en train de faire la morale aux gens? Ou est-ce que, il y a plein d'autres trucs que tu peux faire, mais il y a aussi, tu peux donner cet espace-là. Et donc voilà, c'est un concept qu'on aime beaucoup et qui est absolument... Et qui vient de Freud. Hein. Et qui vient de la notion de contagion hystérique, effectivement, c'est vraiment une analyse... précise dans un texte de Freud qui s'appelle Psychanalyse des mots. Psychanalyse des foules et analyse des moi. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça, pour revenir à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, je veux dire, la base pour penser la sororité inconsciente, on l'a trouvée avec Solanas, comme pulsion, je dirais, et après, à partir de la théorie psychanalytique qui est déjà là. Après, pourquoi ces textes de Freud a été peut-être mal lu, il a été lu comme une sorte d'empathie imaginaire entre les filles. Déjà, faut dire ce que c'est. Oui, après, on l'explique, mais disons déjà, il y a un texte qui a été mal lu, et disons, qu'est-ce qui fait que la sororité, en quelque sorte, a été refoulée parmi les psychanalystes, hommes et femmes, c'est une vraie question, parce alors qu'on parle de fraternité à tous les coups, alors que la sororité, on en parle simplement pour penser la rivalité entre les femmes. Voilà. Alors qu'il y avait ces tests, que peut-être tu vas un peu expliquer, il y avait ces tests en psychologie de foule et analyse du moi, où Freud parle notamment d'un lien
inconscients entre les femmes, ou notamment les liens entre ces femmes-là est inconscient. Si tu veux expliquer un peu. Ok, donc ça se passe dans un pensionnat de jeunes filles, j'imagine à la fin du 19e, début 20e siècle, et donc Freud remarque en fait qu'il y a des phénomènes donc qu'il va appeler ici de contagion hystérique, c'est-à-dire que donc une jeune fille fait une crise d'hystérie, donc c'est-à-dire crise de larmes, éventuellement je sais pas des symptômes somatiques, eczéma, paralysie, je ne sais pas. Et donc ce qu'on appelait un symptôme de conversion hystérique à l'époque, et qui manifeste en fait un problème. C'est ça qui est intéressant, c'est que le symptôme a toujours un rapport à la vérité qui peut pas être dite. C'est toujours une manière de dire un truc que personne ne veut entendre. C'est quand même ça le psychanalyse. En fait, il y a un truc que personne ne veut entendre. Ça se dit quand même, et ça se dit sous cette forme. Et là, donc Freud dit, et puis on constate qu'en fait d'autres font la même chose hein, dans ce pensionnat et parfois d'autres. Et ça, nous, on connaît. Enfin, il y a même des cas, n'est-ce pas, de synchronisation, par exemple menstruelle. Enfin, il y a tous ces phénomènes-là. Mais bon, ça va au-delà de la contagion hystérique dans les pensionnats de jeunes filles. Il y a plein de phénomènes de contagion, par exemple des suicides, par exemple d'ailleurs des meurtres de masse. Enfin, il y a des phénomènes comme ça de contagion qui sont impressionnants. Et donc là, il dit, ce qui est frappant, c'est que en fait, les jeunes filles qui enchaînent sur la crise, c'est pas les plus proches amis. Donc c'est pas une empathie en fait. C'est pas qu'elles c'est qu'en fait elles désirent avoir un lien avec cette fille parce qu'elles sentent que dans cette crise hystérique, il y a une vérité qui se dit. Il y a une réactivation traumatique. Donc il y a un petit passage quoi, pour des pulsions refoulées et ça ouvre. Et donc nous, notre thèse, c'est que la souffrance est très liée au fait que ça s'arrête au mur du pensionnat, que si on en ouvre les murs du pensionnat, au fond, ce qui est important dans la vie, c'est pas tellement qu'on souffre ou qu'on souffre pas, en fait, c'est que justement, il y a du désir, enfin, Alors ouais, j'allais dire, parce que est-ce que c'est pas ça qui pourrait, comme ça, à l'aurait présenté, avec la notion de trauma, comme ça, en réfréner certaines, se disant, mais il faut forcément souffrir, il faut accepter, faire place à une souffrance, ou il faut avoir souffert, c'est cette communauté dans le trauma, avec le risque, évidemment, la peur de devenir victime, alors ça, c'est plutôt la catégorisation dont vous parliez peut-être auparavant, c'est-à-dire obligé de se dire là-dedans alors que ça convient pas, mais déjà la reconnaissance au final de la souffrance, ou en tout cas l'acceptation que ce soit par là qu'on se lie, est-ce qu'elle est si évidente pour toutes, ou est-ce que ça peut en laisser de côté est-ce que la question de vous dissociez bien, puis là vous avez parlé de ces affects qui sont pas des passions tristes aussi, mais l'idée que ça puisse être victimant et qu'on a envie d'occuper, voilà, comment se débrouiller avec le trauma et les symptômes partagés pour que ça fasse pas ça. Juste je voudrais, c'est de l'agitation. En fait, c'est de l'agitation et de l'angoisse plus que de la souffrance. Ça peut avoir la forme de la souffrance, mais même dans la joie, il y a de l'angoisse souvent en fait. Et les désirs, même les désirs spinozistes, est quand même un rapport avec l'angoisse. C'est une transformation. Spinoza parle toujours des transformations des passions. Tout ça. C'est pour ça qu'il est si important pour la psychanalyse, je dirais. On ne dit pas sur Baruch. Oui, ça, oui. Baruch. Absolument. Mais j'aime tellement Spinoza. Peut-être une autre notion, d'ailleurs, juste sur laquelle j'aurais aimé vous entendre en vous écoutant, sur la question du ressentiment. Parce que ça a été, comme les passions tristes, quelque chose quand même d'extrêmement, je pense à Cynthia Fleury, très mis de côté, comme la communauté autour de cette passion-là, on entend bien, mais est-ce que justement, c'est ne pas prêter trop à des communautés qui fonctionnent peut-être autrement? Est-ce que c'est pas les fixer alors qu'il s'agit peut-être d'autre chose que du ressentiment déjà, moi je dirais qu'effectivement les détracteurs des MeToo ont tout de suite dit voilà, font les victimes. Premier, encore une fois, je les cite 2 fois, mais c'est vrai que dans un texte qui s'appelle Docile-trans de Jacques Lamiller, donc il parle notamment aussi des femmes, qui est les femmes de Freud, aller une par une, alors que là, elles sont des femmes prises dans l'empowerment. Non, c'est aussi dans les premiers chapitres, nous les citons ces textes. Aliénées par la cause féministe. Voilà. Et donc, déjà, il faut d'abord, il se trompe, parce que beaucoup des premières patientes de Freud étaient très impliquées dans des causes féministes, ou quand même dans la dénonciation d'un monde hétéropatriarcal,
commencer par Dora, le fameux cas Dora, donc déjà il se trompe et il était vraiment impliqué. Mais la question, c'est encore une fois, nous l'avons déjà dit, que les un par un ou une par une ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collectif impliqué, hein, que ça s'arrête au mur du space. En plus, déjà, ils sont deux. Il y a la psychanalyse et l'analyse. Donc déjà, ça se discute. Mais je pense que, disons, oui, c'est vrai déjà, une par une, non, elle n'est pas toute seule. Encore une fois, c'est cette idée, vous voyez, des pensées, même par les psychanalystes, même des pensées qui chacun est seul quand il est qu'il est avec un psychanalyste. Non, il n'est pas seul. Il y a déjà des entités, comme nous a écrit ailleurs, qui se présentent et qui sont là. Mais surtout, pour revenir à cette question, donc déjà pour Freud, dès qu'on parle, dès qu'une patiente parle, elle n'est pas victime. C'est ça. Elle prend une position. Les traumatismes, pratiquement, hein, même les patientes les racontent, et c'est pour ça qu'il est aussi très varié par rapport, qu'on ne peut pas les calculer par rapport aux faits, mais par rapport à la position de celui ou de celle qui les subit. La question est, quelle est la position face au traumatisme? Et la position, comme dirait Ferenczi, c'est celle passive. D'un sac, lui il parle d'un sac des pommes de terre, en tout cas il y a une expression assez spéciale, c'est-à-dire l'effet de ne pouvoir pas bouger. Lézard, bloqué, hein, un lézard au soleil qui ne bloque pas de sa position. Or, du moment qu'on parle, donc d'où aussi l'importance, indépendamment de l'analyse des MeToo, c'est-à-dire pouvoir les dire, déjà ça, on est en dehors d'un point de vue psychanalytique de la position des victimes. Et encore moins l'effet que le traumatisme n'est pas quelque chose d'enfoui, de refoulé, qui est la morale du ressentiment, en quelque sorte, de refouler les mal et garder que l'affect, encore une fois, négatif, non? Vraiment, Freud parlait de la position obsessionnelle de faire du non-arrivé, comme si le trauma n'était jamais arrivé, alors que la position MeToo dit, nous voyons le trauma, il y a où? Mais nous allons nous révolter, et ça, c'est les symptômes, c'est vraiment, d'un point de vue psychanalytique, c'est vraiment, les symptômes, c'est une révolte. Hein, on l'a d'ailleurs écrit dans un article sur lundi matin. Voilà, c'est un corps qui se révolte contre les désirs de l'autre, social, parental, n'importe lequel. Donc déjà, il y a ça, deuxième point. Qu'est-ce que tu fais aimer les symptômes? Voilà, mais c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas des maladies. Ils ne sont pas des maladies. Voilà, c'est ça, peut-être faut dire, c'est pas une science médicale, quelque chose qui est juste un indice, mais qu'il faudrait faire taire. Qu'il ne faut pas faire taire, non, c'est la manière avec laquelle le sujet peut vivre, qu'il s'invente pour tenir, compris un symptôme dont on se plaint. Mais en même temps, la patiente commence à bouger quand il commence à dire, aujourd'hui, j'ai cette manière-là, pour pouvoir être avec les autres et faire ma vie. On parlait de symptômes d'entrée et de sortie. Ça, exactement. Il y a un symptôme d'entrée et de sortie. Ça, c'est notre sœur Colette Solaire qui nous a disons, c'est Lacan aussi, hein, c'est une thèse de Lacan qu'elle reprend magnifiquement dans un de ses textes. Mais voilà, on arrive avec un symptôme dont on se plaint. Après, de ces symptômes dont on se plaint, on commence à l'accepter et dire, mais finalement, mais pas d'une façon catholique, c'est pas une façon d'accepter les symptômes, en résignation, encore une fois, c'est une manière de dire, ok, j'ai ça, donc je vais avec ça, et après ça se transforme. Et l'idéal, encore une fois, l'idéal. Mais disons, la manière la plus intéressante peut-être, c'est de les transformer collectivement. Dans n'importe quelle position. Donc je dirais, pour terminer simplement ça, que la position des victimes n'est pas due au fait qu'on dénonce un traumatisme et qu'on part de là. De toute façon, en psychanalyse, c'est très difficile de ne pas passer par là. On commence par là, parce qu'on ne le refoule pas. On décide de l'affronter, même si ce n'est pas de savoir ce qui s'est passé, mais on décide d'affronter les effets de ce quelque chose qui nous a bousculé, qui a causé des symptômes, etc., etc. Oui, mais j'aurais une autre question justement par rapport à ce lien entre le symptôme partagé et la notion de sororité. Je sais pas, par exemple, est-ce que vous diriez de deux soldats qui ont vécu la guerre et qui partagent un traumatisme et qui parlent de leur traumatisme, qui ont en quelque sorte une forme de symptôme partagé, est-ce que leur lien, ce serait un lien d'ordre sororal? Et donc, plus généralement, comment est-ce que vous qualifieriez
ce rapport entre le sororal et le féminin, et comment vous échappez au risque de l'essentialisation et de l'essentialisation de dire que être du traumatisme comme féminin, d'une espèce de spécificité d'un traumatisme qui serait c'est celui auquel on pense quand on pense à MeToo, etc. Oui, c'est une question de fait qu'on s'est beaucoup posée. Et en fait, les mots masculins et féminins sont des termes référentiels qui désignent effectivement des groupes, éventuellement de personnes, mais en réalité, c'est un peu plus que ça. C'est des termes qui ont des connotations. Et ces connotations sont liées, évidemment, aux structures de domination sociale. Et donc, en fait, masculin a voulu dire, on va dire, pour les sociétés victoriennes dont nous héritons, dans l'héritage duquel nous continuons à nous trouver un peu englués quand même. Masculin, ça veut dire sujet plein. Féminin, ça veut dire sujet quand même, mais de second ordre, y compris donc évidemment au niveau de la citoyenneté, donc le droit de vote, etc., au niveau de la capacité sociale, la possibilité d'avoir un compte en banque, etc. Donc l'idée, la fraternité, c'est une relation entre des sujets qui sont autorisés à être des sujets. C'est ça que veut dire au fond phallique en réalité. Ça veut dire, ça revient à la question du pouvoir et de la puissance. Et donc ça veut dire que le phallus, c'est une sorte de, c'est tout élément symbolique, disons, dont quelqu'un peut se doter pour se présenter comme étant autorisé à être et à parler. Et quand c'est subphallique, quoi, ça veut dire qu'en fait, ça parle, mais c'est pas autorisé, où il n'y a pas d'une position dans l'ordre symbolique, on va dire, qui est préparé pour cette affaire-là. Et donc la relation fraternelle est une relation entre des personnes qui sont symboliquement autorisées à prendre la parole. La relation sororale est une relation qui se crée, qui fabrique une parole, le symptôme est une parole, mais en deçà des positions autorisées et à partir de positions qui sont en fait minoritaires ou dominées, en fait. Or, c'est pas nous qui avons choisi que le masculin désigne le dominant et le féminin désigne le dominé. Donc, on appellera fraternelle la relation entre les dominants et sororale la relation entre les dominés, même quand les personnes ne se genrent pas nécessairement de notre point de vue. Et ça, c'est vrai dans tout. Et je pense que ça, il faut l'assumer. C'est-à-dire, il faut assumer qu'il y a des termes, après tout, c'est comme quand on dit le père avec un grand P, ok, on sait bien que c'est pas les papas, mais il y a des instances, et ces instances, elles résonnent à la fois entre la vie personnelle et l'histoire biographique des unes des autres, et en même temps les grandes institutions, les grandes figures institutionnelles. Est-ce que ça marche, ça? Donc alors, les tranchées. Ma question c'était, et dans ce cas, une relation qui serait entre un dominant et un dominé, et pourquoi ne pas parler, par exemple, si on vise à s'émanciper de la binarité de genre d'Adelphité, par exemple, qu'est-ce que... C'est une bonne question, mais... parce que ça c'est vraiment la question de Solanas, c'est-à-dire moi je trouve que une des forces de Solanas c'est que c'est un différentialisme paradoxal, c'est un différentialisme abolitionniste en fait, qui par ailleurs inverse tout le temps, donc c'est très queer, puisqu'elle inverse tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait les hommes sont en fait des sous-femmes. Les vrais sujets pleins, c'est en fait les femmes, parce que justement, pour Solanas, c'est très anarchiste en réalité, comme manière de penser. C'est les femmes sont les seuls sujets pleins parce que ce sont les seuls qui n'ont pas besoin d'être autorisés à parler pour prendre la parole. Alors que les hommes, par définition, leur genre, d'une certaine manière, les met en position d'autorité a priori. Donc elle inverse les trucs, et en fait, du coup, la relation sororale est une relation assez proche de ce que la tradition anarchiste a pensé, c'est-à-dire une relation entre des sujets qui ne sont pas précédés par des cadres institutionnels qui les autorisent à prendre position, etc. C'est inventé. Et donc là, on peut dire à des filles, mais dire ça, d'une certaine manière, c'est un petit peu ne pas prendre acte des termes, quoi. En fait. Mais on pourra le dire peut-être plus tard, mais dans l'état actuel, je pense que c'est de fait plutôt du côté des luttes féministes en réalité, que c'est d'ailleurs, nous c'est de là qu'on l'a reçu par ailleurs, donc on peut pas faire comme si c'était pas le cas, même si voilà les questions par exemple de transition de genre et de fluidité de genre étaient hyper importantes pour nous. Puis mais d'ailleurs il y a une partie là-dessus, mais moi je trouve intéressant de dire, est-ce que deux soldats
pourraient être dans la même position sororale, ben, il faut voir s'ils ont ou pas un symptôme partagé. Parce que c'est intéressant que vous avez pris cet exemple. Ben, d'abord, la fraternité, c'est un concept très important en psychanalyse parce que la relation entre les frères, c'est un mythe qui s'appelle les mythes des totems et tabous de Freud, et à partir de ces mythes, c'est les mythes fondateurs de la loi, la grande loi symbolique. La loi qui partage les hommes et les femmes, la loi symbolique qui est la loi de l'inceste, évidemment, hein, l'interdit de l'inceste. Et cette loi naît avec les frères qui se mettent ensemble, ils sont jaloux du père qui a toutes les femmes, donc les mères et toutes les femmes, ils sont jaloux et pour pouvoir jouir eux-mêmes de toutes les femmes, qui les femmes dans ces mythes sont carrément des objets, voilà, ils ne passent pas, il n'y a rien, sont les objets des hommes, se mettent ensemble et décident de tuer les pères. Ils les tuent, ils sont coupables, donc ils construisent un totem qui est le totem de la loi, les pères morts. Au fond, la loi est équivalente du père mort, et c'est une loi fondée sur la culpabilité. Donc c'est un lien social, hein, les liens symboliques phalliques, est un lien social fraternel et fondé sur la culpabilité. Hein, donc évidemment, si on pense qu'au monde, c'est la seule manière de penser les liens sociaux, c'est vraiment une catastrophe. Hein, nous ne disons pas que ça n'existe pas, ces liens sociaux. Évidemment, ça existe. Mais penser qu'on ne peut pas inventer d'autres liens sociaux, si la psychanalyse est résignée à penser que ça, c'est les seuls liens sociaux, c'est problématique. La question de soldats, c'est vrai que c'est Freud prend l'exemple, par exemple, encore dans Psychologie des foules et aussi au-delà du principe des plaisirs, les traumatismes de guerre. Les traumatismes de guerre, d'un côté, donc évidemment, un traumatisme de guerre, on peut faire un symptôme partagé, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ces points vécus ensemble? Ou alors, ça peut être dans d'autres textes où il parle, encore une fois, de l'armée comme lien social. C'est encore une dérivation, disons, du lien social fraternel, où les hommes se réunifient, voilà, ils ont un point d'unification sur l'idéal, un idéal commun, ou alors sur, encore une fois, un leader sous la forme d'un renforcement narcissique. Donc, si deux soldats sont, encore une fois, s'ouvrent au traumatisme et à la possibilité d'un symptôme partagé, c'est-à-dire combattre, voilà, être ensemble, au fond, pour changer un peu les choses, disons, alors nous sommes dans un symptôme sororal. S'ils sont ensemble pour soutenir, disons, une nation, par exemple, ben là, je ne crois pas qu'en forme de pouvoir, c'est narcissisé face à un idéal puissant, disons, à se soutenir face à leur médiocrité vis-à-vis d'un grand pays puissant. Hein, vous pouvez faire tous les liens inconscients que vous voulez. Évidemment, là, on n'est pas dans un symptôme sororal. Mais c'est marrant, parce que ça, on pourrait dire que c'est toute l'histoire du XXe siècle. Au fond, l'histoire du XXe siècle, la tragédie abjecte du XXe siècle, c'est la défaite de la sororité sur la fraternité après la Première Guerre mondiale, au fond. C'est-à-dire que là, il y a eu les anciens combattants, enfin, il y a eu une tension d'ailleurs, hein, entre les anciens combattants qui se réunissaient au titre des sacrifices qu'ils avaient faits pour la patrie, et des droits que ça leur donnait ou pas, des frustrations que ça engendrait, etc. Et ceux qui, en fait, se réunissaient de manière plutôt sororale, au titre, effectivement, de leur gueule cassée, et d'une certaine forme de plus jamais ça, qui était tout à fait différent, quoi. D'ailleurs, plus jamais ça, c'est un peu comme Ni una más, quoi. Ni una más. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, on pourrait dire, le grand combat entre la fraternité et la sororité, et c'est pas Eros et Thanatos, quoi, c'est fraternité et sororité qui est le grand combat de l'histoire humaine. Et j'ai envie de dire, vraiment, la liberté, égalité, sororité, c'est un très beau slogan, je pense. Enfin, si on l'interprète comme nous, déjà si on l'interprète pas comme nous, c'est pas mal, mais en plus si on l'interprète comme nous, c'est vraiment beau parce que ça veut dire que liberté, égalité, c'est des valeurs, donc idéales. Celle-là consciente, ok, c'est pas forcément saturé d'inconscience, ça. Mais sororité, oui, ça veut dire qu'en fait, on veut faire en même temps un corps
collectif. Hein. Donc ça, c'est franchement beau. Alors que fraternité, on commençait, c'était plus ambigu. Oui, ça renvoie. Vous savez que ça a remplacé propriété, tout ça. Bon, j'ai cassé un tout petit peu l'idéal, mais pour mieux le reconstruire dans la sororité, j'ai regardé, je sais plus, je suis tombée par hasard, évidemment en pensant à notre émission, sur une série sur Arte, je sais pas si vous l'avez vu, Sororité, je ne sais quoi, c'est sorti il y a 2-3 jours. Comédie, voilà. Alors, je me souviens plus du titre. Je me demande si c'est pas ça, Liberté, Égalité, Sororité. En tout cas, je crois que ça doit être le titre. C'est une comédie et c'est effectivement alors des femmes qui doivent faire un manifeste, prendre, je sais plus à quel propos la parole. Mais dans un cadre déjà défini, et puis qui essayent de s'ouvrir finalement, à se rendre compte qu'elles sont pas assez intersectionnelles, qu'il n'y a pas assez de femmes racisées, pas assez de femmes handicapées, ça démarre sur ça. Elles se retrouvent toutes dans un lieu, et alors là, il n'y a pas de rivalité autour de l'objet masculin, tout à fait, vraiment, mais ça suffit entre elles, de toute façon, pour qu'il y ait du désir qui circule, des anciennes, des ex, des machins, et puis, évidemment, chacune qui ne partage pas forcément son symptôme, en tout cas, qui s'en fait un petit gain narcissique, je ne sais pas, la fameuse surenchère, qui, au sein de l'intersectionnalité, pourrait, enfin, sinon surenchère, en tout cas, dispute parce que moi ma singularité de symptôme est plus forte que l'autre. Donc bon, j'en ai regardé que 2 épisodes, c'est pas forcément fantastique, mais ça m'a intéressée en me disant, je me suis dit tiens, traiter du côté de la comédie, cette hystérie collective, elle est posée, hein, elle est pas, elle est intéressante, elles sont sympathiques, il y a qu'elles de toute façon, je veux dire, elles sont les héroïnes. Mais effectivement, ça ne montre, enfin tout l'accent, c'est aussi la narration, c'est le fonctionnement d'une série, repose sur la difficulté à faire symptômes ensemble, quoi. Exactement. Donc du coup, de quel côté elle peut tenir cette difficulté, enfin de quel côté d'où ça vient, comment voilà, si on sort du postulat idéal, le terme, mais en tout cas de ce qu'on voudrait dans la sororité, ou de l'importance que ça a d'y tenir et tout, qu'est-ce qui quand même fait grain dans la machine? Moi, je répondrais encore une fois cliniquement, je veux dire par rapport à la clinique de la psychose, par exemple, je prends cet exemple-là encore une fois. Souvent, faire un symptôme, que d'ailleurs c'est un terme lacanien, faire un symptôme. Au fond, ils se rendent compte que faire un symptôme, c'est la meilleure chose de finir l'analyse ou d'exister au fond dans le monde. Voilà. Mais encore une fois, quand on dit, c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup ce terme, parce qu'un symptôme, c'est pas une solution. Au fond. C'est la meilleure solution à ces moments-là. C'est-à-dire, ça change tout le temps. C'est-à-dire, c'est impliquer qu'il y ait du non-su, impliquer qu'il y a du changement, que ça peut bousculer, voilà, qui n'est pas une résolution une fois pour toutes. Donc, dans les cas d'un collectif féminin, les symptômes peuvent se défaire, je veux dire, peut ne plus tenir, il peut faire marche en arrière pour revenir sur les traumatismes, sur les symptômes initiaux, sur celui qui avait fait qu'il y avait trouble en quelque sorte. Mais les troubles est partie du monde, comme dirait Donna Haraway. On ne peut pas, il faut vivre avec les troubles. Donc vivre avec les troubles, nous disons, notre vivre avec les troubles, c'est vivre avec les symptômes, en sachant que les troubles là, de toute façon. Que ce soit les questions intersectionnelles, que ce soit aussi des moments narcissiques. C'est ça aussi la force, j'ai dit la psychose, mais on pourrait dire aussi l'hystérie, que ça permet au fond de voir que les problèmes est là de toute façon, et que s'il est là, ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir une invention qui permet non de les résoudre, mais d'échanger quelque chose. Voilà. Donc cette communauté, elle est mouvante dans ses contours, voilà. Dans ses liens internes. Alors que l'idéal voudrait dire qu'il y a une solution, mais comme quand ils nous disent, bah vous quand même, vous travaillez sur la sororité, mais les femmes sont très en rivalité entre elles. Presque nos amis, on va aux émissions radio, la première chose qu'ils nous disent, c'est qu'il y a de la rivalité. Mais la rivalité n'est pas un obstacle à la sororité. La rivalité est, disons, un point imaginaire qui peut toujours se présenter. Mais la question, c'est qu'il y a un symptôme sororal plus fort ou moins fort de la rivalité. S'il y a un symptôme sororal, c'est-à-dire une rencontre dans les corps, qui est aussi de l'ordre du contingent,
alors la rivalité disparaît, comme vous disiez. Là, les problèmes des hommes, bon, c'est pas forcément les centres, par exemple. C'est parce qu'évidemment, si nous sommes rivales, nous les sommes forcément par rapport à des hommes. Voilà. Donc, je rigole là-dessus. Oui, c'est ça. J'espère, hein, c'était de l'ironie. Ça m'a fait penser juste comme ça. J'espère que ça passe. Voilà. Mais bon, je l'ai dit avec les yeux au ciel. Mais si c'est comme ça, pourquoi pas? C'est qu'à ça. Voilà. Oui, parce qu'ils peuvent être là sans être le centre. Je pense au dernier Voilà. Chloé Delhomme. Vous parlez de Chloé Delhomme, mais j'ai pas vu que vous parliez du dernier, parce que Francine et Pauvre Folle, il était déjà sorti. Ouais. Il n'était pas sorti. Mais où il me semble que, je sais pas si vous l'avez lu, mais pour le coup, autant, bon, la position de l'homme aimé, donc homosexuel, et donc et impossible, en quelque sorte, elle est très fixe. Hein. Bon, peut-être qu'un peu décevant dans le livre aussi. Enfin, j'en sais. En tout cas, c'est pas. Alors qu'il y a une position entre sœurs, qui elle bouge constamment, quoi, et finalement assez vivante dans l'essai de résolution de, bon bah après ce qui est une relation, mais c'est amusant. Enfin, la manière pour sortir, bah, je vais vous dire, c'est un truc un peu personnel. C'est vrai que pendant des années, j'étais très contente dans les congrès des psychanalystes, que c'était plus comme au temps de Freud, comme je disais tout à l'heure, où les femmes étaient très présentes. En général, il y avait, dans un congrès, il y avait une table, il y avait 5 hommes et une femme. Oh. Une autre table, il y avait 6 hommes. Une autre table, 6 hommes. Un autre table, 6 hommes. Et après, une femme. Vous voyez? C'était ça. Là. Et moi, j'étais souvent une de ces femmes-là. Et effectivement, on peut très bien jouir de cette position de l'unique, de la seule femme. Et après, on se rend compte vraiment corporellement que c'est un peu chiant. C'est pas si drôle que ça, mais vraiment, je l'ai dit, avec la légèreté, on s'ennuie un peu, parce qu'au fond, c'est toujours les mêmes jeux, et puis après, il y a un autre, il faut dire, bah, je veux dire, ce n'est plus si intéressant comme être trois femmes, je sais pas, on se rend compte d'une situation, on s'ouvre à une autre possibilité, et on amène les hommes dans un autre terrain, et on ne joue pas disons, ces jeux qu'on connaît depuis la nuit de temps. Voilà, d'être la seule femme pour un homme. Je sais pas, hein, je l'ai dit un peu de façon simple, mais disons, ça permet, au fond, être 3 femmes à une table, d'une conférence, ça permet déjà qu'au niveau inconscient, ça se joue des modalités de jouissance qui sont différentes. Et déjà, c'est positif. Ça ne veut pas dire, waouh, on est magnifique, on va faire des choses magnifiques pour le monde, mais simplement, on ne peut plus jouir de la même façon de cette femme seule vis-à-vis de plusieurs hommes ou d'un homme. C'est la même chose un peu. Et ça, je crois que moi, j'en ai vraiment fait l'expérience et je m'en suis, je pense, saisie aussi pour penser certaines de ces thèses du livre. Et puis, on peut dire, comme la sororité est inconsciente, qu'elle est de l'ordre du désir, un désir de sororité, c'est une modalité du désir, et ben forcément, elle implique une résistance, hein, c'est-à-dire qu'on résiste à son désir, parce que pourquoi? Parce que bah, c'est angoissant, et alors là particulièrement, puisque c'est un type d'expression du désir qui passe directement par les symptômes, et qui donc est pas réglé, et pas encore, que je disais tout à l'heure, la prédéterminée par des positions où on sait qu'on a le droit d'être, d'une certaine manière. Et où, de fait, on s'emmerde. C'est pour ça que personne ne veut le pouvoir, parce qu'occuper des positions phalliques, en fait, c'est extrêmement ennuyeux, puisque par définition, il faut avoir accepté que, de toute manière, on entre dans la relation en renonçant à s'y investir directement du point de vue libidinal, quoi. Donc c'est sûr que ça ennuie, je pense ça le secret. Alors qu'effectivement, dans le simple partagé, bah, c'est de la puissance, mais c'est angoissant, parce qu'il n'y a rien qui vient canaliser l'angoisse. Et c'est vrai, par ailleurs, que on sait pas où ça va. C'est-à-dire, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de limite, enfin, il n'y a pas de structure préalable qui vient dire c'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça que ça doit être. Et donc c'est vrai que c'est un peu dangereux. Enfin, toute expression collective qui est directement associée au traumatisme, elle est passionnante, enfin, on est agité, quoi. Et en même temps, ben voilà, on s'est pas donné d'avance des cas. Donc il y a toute une éthique à construire, je dirais, de la sororité dans ce sens élargi, qui explique, bon, d'une part les grains, là, qu'il y a dans la sororité, mais ces grains, c'est la sororité, c'est la résistance, c'est le désir, c'est la même chose en fait. Voilà, donc construire cette éthique, c'est ça qu'il faut. Je peux peut-être rattacher ça à une question que je posais depuis le début, mais j'ai laissé passer 1 ou 2 fois, mais c'est le moment mais là, il me semble se poser la question, le rapport en fait aux politiques du père. Est-ce que, enfin, moi, il m'a semblé que à la fois on pouvait sembler sur le papier, comme on dit, être proche, et en même temps que c'était assez
assez différent, cette idée Ouais. de communauté, voire Ah ouais. radicalement différent. Est-ce que Ah c'est oui. justement la façon de prendre en compte ce désir qui fait que c'est différent, qu'on n'est pas justement juste dans le geste empathique ou alors je veux pas caricaturer les politiques du Caire non plus, mais quand même. Comment vous vous différenciez? Qu'est-ce qui fait que faire communauté autour d'un trauma, c'est pas la même chose dans votre cas et Déjà, Dans c'est l'éthique que du les care, je sais pas, les care, est Dis-le à l'italienne. voilà, les care, je sais pas comment on dit en italien, franchement. Non, mais disons que c'est conscient. C'est-à-dire, tout se passe par rapport aux bonnes intentions. Bon, là, vous direz que je suis encore influencée par Freud, mais disons, Freud, avec les bonnes intentions mauvaises, c'était compliqué à revenir. Lui, il avait parfois des thèses un peu mais très méchantes, c'est-à-dire plus on est gentil avec les autres, c'est parce on veut autre chose, qu'en réalité on déteste l'autre, plus on lui dit je t'aime, ça veut dire que je t'ai haï. Lui, il faisait vraiment, quand il parle des pulsions, il dit au fond l'amour et la haine, c'est la même chose. C'est très dangereux l'amour, parce qu'au fond, c'est la haine. Il n'y a pas de différence. On passe de l'une à l'autre sans beaucoup de problèmes. C'est assez vrai d'ailleurs. Ça se sent beaucoup Ouais. dans l'éthique un Dans peu de l'éthique, care ouais. qui est en place dans certains collectifs. On sent beaucoup quand même Ouais, c'est que en fait on est très préoccupé par imposer des normes ouais, et par la peur qu'on a de sa de propre l'ambivalence, violence. de se de tenir l'ambivalence. là. On ne veut pas faire confiance à. Enfin voilà. En tout cas c'est une modalité effectivement qui est un peu pénible, un peu lourde. Enfin je trouve on sent ça. Ouais. C'est un tout son Et côté- disons que nous sommes plus proches, peut-être, d'une éthique des batailles. La psychanalyse, elle est mal, c'est-à-dire les mâles est partie intégrante du désir, c'est pas les paradis. Et c'est vrai que récemment, on écoutait Judith Butler, qui est une de nos copines dans les livres, mais effectivement, quand, disons, sa question philosophique aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la vie bonne? Je pense que moi, en tant que psychanalyste, je pourrais jamais poser les questions comme ça. Donc, c'est peut-être une autre manière de poser les questions, mais disons, en tant que peut-être spinoziste, les biens et les mal, ce n'est pas, disons, ça peut paraître cynique, mais disons, ça se présente pas comme ça quand on parle de l'inconscient. Ça veut pas dire, voilà, ça se présente comme des formes. Les désirs, ça se présente sous des pulsions, des formes qui sont tout le temps en train de chercher une structure vivable qui permette la puissance d'exister, voilà, disons, de l'incentiver. Donc, il ne s'agit pas, voilà, évidemment, c'est ça qui nous intéresse, comment faire exister cette puissance d'agir et comment, évidemment, après, si on prend les choses d'un côté du cynisme et tout ça, encore une fois, ne favorise pas les liens sociaux, cynisme, autisme, autérotisme, pas autisme au sens, disons, structural, mais disons, autérotisme, toute cette forme, disons, des manières de vivre, individualisme, tout ça, évidemment, ça ne favorise pas les liens sociaux, donc ça peut être problématique d'un point de vue. Mais c'est les liens sociaux qui est important, un certain lien social qui puisse changer, qui prend en compte des autres, mais encore une fois, toujours en fonction de cette puissance du désir un peu. Voilà. J'ai envie de rebondir sur la question de l'intersectionnalité, de ces rebondissements justement, parce que ça, je trouve ça très sororal, parce que les protestations qui ont été faites par un certain nombre de féministes non blanches, en particulier aux États-Unis, mais aussi en France, sur MeToo d'ailleurs, mais plus généralement sur le concept de sororité, moi me paraissent effectivement en fait dans l'esprit de ce qu'on appelle sororité, parce que c'est une manière de dire bon attendez, là vous êtes en train d'ouvrir une communauté traumatique, si vous voulez, mais dans la manière dont vous le faites, attention, à la fois on est dedans et on n'est pas dedans. On peut réactiver nos propres traumatismes, c'est sympa pour une part, mais en fait non, en fait il y a quelque chose qui fait qu'on peut pas le faire dans un certain cadrage que vous proposez. Et donc cette manière d'intervenir, c'est-à-dire que un processus sororal comme ça qui avance par ces rebondissements, ces réactivations traumatiques, et qui soudain bifurque, et qui arrive à bifurquer, parce que s'il se bloque là, c'est-à-dire s'il s'arrête là et qu'il dit « Ah ben non, vous êtes en train de critiquer
ou inversement d'ailleurs, d'autres qui disent bah du coup nous on s'associe pas à vous, ça marchera pas. Par contre, si c'est encore une fois un espace de réouverture d'une réactivation traumatique qui va bifurquer ailleurs, en fait ça enrichit. Donc on peut voir cette surenchère intersectionnelle, etc., comme de la surenchère narcissiste des petites différences, je sais pas quoi, mais je crois qu'on peut aussi le voir autrement, c'est-à-dire comme un élargissement permanent, un rebondissement, une bifurcation en fait des logiques sororales. Et là c'est chouette, en fait, ça fait venir à chaque fois de nouveaux problèmes, et c'était ça l'intersectionnalité, historiquement. Ça s'est vraiment construit comme ça, pas... C'est un tableau Excel de cumul de... C'est ça, mais c'est même l'inverse. C'est même l'inverse, c'est vraiment l'idée selon laquelle, c'est pas du tout l'idée sur laquelle s'accumule sur une même personne une série de dominations. C'est au contraire l'idée selon laquelle la dénonciation d'une domination, du coup, recouvre, mais par le fait qu'elle le recouvre, en fait, ouvre la question d'une autre domination qui n'est pas complètement empilable, en fait, et superposable. Et donc, on est dans un processus immanent. On ne peut pas se mettre par-dessus en le regardant dessus, en disant « Ah, bah, tout ça est très clair, il y a une forme pour tout le monde, ça s'appelle la domination, c'est la même pour tout le monde, et puis tout le monde a les mêmes intérêts. » Non, c'est justement pas comme ça. Donc, comment on peut faire lien? Bah, sororalement, là. Vraiment, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Oui, c'est aussi une nécessité. La sororité, les symptômes sont des formes nécessaires, c'est-à-dire on ne peut pas faire autrement. Alors que l'idéal, au fond, est toujours... très précaire, et il est beaucoup plus précaire de cette façon-là que les symptômes. Je veux dire, quand vous avez une crise de boulimie, ben vous ne pouvez pas éviter de la faire, cette crise de boulimie. Et vous pouvez penser les caires de vous-même, mais j'ai commencé aujourd'hui les régimes, mais ce soir je dois sortir avec ma copine, mon compagnon, et je vais grossir, mais si vous devez faire une crise, vous la faites. Donc c'est cette manière avec laquelle nous, analystes, nous sommes confrontés face aux symptômes, et face à sa force, les patients arrivent en pensant qu'ils peuvent changer, mais alors qu'il y a une situation face à laquelle on ne peut pas changer. Je rappelle que pour Lacan, c'était Marx l'inventeur du symptôme. C'était pas les symptômes, mais une notion politique. Il écrit, c'est Marx l'inventeur du symptôme, mais simplement parce que sans la souffrance du corps, il n'y aurait pas. On ne fait pas la révolution avec des idées, on les fait avec des corps qui souffrent. En plus, il y a toute la question de la contingence, du moment précis. C'était à ce moment-là et pas un autre que la révolution est faite. La grève générale. La grève générale. C'est la grève générale. Le modèle, c'est la grève générale. L'entrée en grève comme modèle du symptôme, parce que effectivement, c'est à partir d'une souffrance au fond indicible comme telle, en fait, que se crée une altération des corps. C'est du Lacan. C'est du Lacan. Le concept de symptôme qu'on utilise a été construit. Donc nous, on le réimporte dans le champ politique, mais en fait, quand Lacan le construit, il le construit sur cette réflexion autour de la dialectique, de l'idéologie, tout ça. Oui, moi j'aurais peut-être une question justement, vous dites en tant qu'analyste, parler du care, etc. Très, très concrètement, si vous voulez recommencer la psychanalyse, qu'est-ce que c'est la clinique sororale, et par quel changement éventuellement est-ce que ça peut se manifester dans votre rapport à vos patients? Est-ce que vous constatez... quels effets est-ce que vous constatez des effets de cette... Déjà, c'est dans les rapports transférentiels. Les rapports transférentiels est basé sur des positions d'abord réciproques de non-savoir, ce qui était déjà mis en évidence par Freud et Lacan, mais surtout... Beaucoup de psychanalystes ont eu tendance à oublier que le psychanalyste était censé ne rien savoir. Ne rien savoir, c'est qu'on disait tout à l'heure quand ils interviennent sur l'espace public sous la position d'expert. La psychanalyse, c'est l'anti-expert. Et il sait rien, même si, disons, il est supposé. Il est supposé savoir, c'est ça, il est supposé, mais lui, le fait que l'autre, et c'est ça c'est un point. Mais disons, déjà, il y a une relation vraiment où les sujets, les psychanalystes ou la psychanalyste acceptent en quelque sorte ce non-savoir avec l'angoisse qui vit, et il en fait vraiment partie déterminante dans les travails. Ça veut dire qu'encore une fois, je ne sais pas, l'autre jour, quelqu'un me disait « mais mon analyste s'est endormi, il ne l'a pas reconnu ».
Ben, déjà, les reconnaître. Voilà, reconnaître. Déjà, il y a toute une série de postures, des positions qu'on connaît par la tradition psychanalytique et déjà se remettre dans les bancs de cette position non défendue. Je dirais pas faiblesse. J'imagine le mauvais analyste qui dit « Qu'est-ce qui vous fait dire que je me suis endormi ?» Voilà. Alors, ne pas répondre, laisser les mystères. Voilà. Toute une série des problèmes avec des gens qui sont endormis. Voilà, stéréotype. Mais, et surtout, c'est exactement d'abord la demande d'analyse bouge un peu. C'est-à-dire avec les demandes, par exemple, des psychanalystes safe, que j'ai eu par des patients et patientes trans, travailleuses de sexe, féministes MeToo qui avaient été un peu maltraités entre guillemets par d'autres psychanalystes qui ne reconnaissaient pas leur position, encore une fois des rages vis-à-vis des comportements hétéropatriarcaux, etc. Et donc il y a une demande, quand quelqu'un demande un psychanalyste safe, au fond il demande une sœur. Une sœur qui, évidemment, on ne peut pas, encore une fois, les traumatismes est toujours symbolique, ça ne veut pas dire avoir vécu la même expérience, hein, mais ça veut dire supposer un savoir qui va aussi dans une sorte d'expérience traumatique, disons, je dirais pas commune, mais proche, qu'il y a quelque chose qu'on peut retenir des proches. Donc déjà, ça c'est très important. Comme point de départ, parce qu'après, le désir n'est pas safe, on l'écrit d'ailleurs, le désir n'est pas safe, donc la personne doit faire face avec les contrariétés, encore une fois, les mal et toutes les contrariétés de son désir. Mais les points de départ peuvent être un peu différents qu'aller chez les grands docteurs, la grande doctoresse, pour que, encore une fois, soit un expert ou alors en tant que figure éminente pour comprendre disons, les voies tortueuses de son désir, chercher quelqu'un qui peut s'angoisser avec lui et qui peut créer des conditions pour lesquelles lui ou elle, notamment, puisse faire sortir ces non-safe qu'il y a dans son propre désir. Il faut un esprit cérébral, nous pouvons dire, un peu.